faire se rencontrer des gens, organiser ensemble un repas, prêter le restaurant d'entreprise à une famille qui a envie de faire à manger. Voilà, il y a plein de choses. Moi, je me dis que dans les hôtels, par exemple, les mamans ne peuvent pas faire un gâteau au chocolat avec leur enfant ou leur apprendre les plats un peu typiques de leur pays. Et je trouve que prêter la cantine de l'entreprise, ça peut être super pour permettre à cette famille d'avoir une vraie vie, en fait, une vie normale. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre émission L'entreprise d'après, dans laquelle nous évoquons, à travers des entretiens, l'urgence de transformation des entreprises. Des transformations sociales et environnementales, et qui peuvent s'avérer anxiogènes pour celles et ceux qui font l'entreprise. Nous collectons ici des solutions avec des experts et expertes qui ont théorisé ou mis en application la place de l'entreprise dans la transition écologique. J'accueille aujourd'hui Anne Derick. Bonjour Anne. Bonjour. Tu es donc directrice adjointe communication et mécénat au SAMU social de Paris. Donc j'avais une première question. Aujourd'hui, on va parler avec toi de solidarité. Selon toi, c'est quoi une entreprise solidaire ? Une entreprise solidaire, alors c'est assez simple en fait dans mon esprit, c'est une entreprise fidèle et une entreprise réactive et attentive aux problèmes qu'on peut rencontrer quand on est une organisation, une association et qu'on travaille sur le terrain avec des personnes en situation de fragilité. C'est une entreprise qui est attentive à ce qui peut se passer et qui parfois anticipe même les questions qu'on peut avoir à se poser. Une entreprise qui m'appelle parce qu'il fait chaud dehors et qu'elle se dit que les personnes à la rue doivent avoir chaud aussi et qui me demande ce qu'elle peut faire pour m'aider. Voilà, pour moi, c'est une entreprise solidaire, ancrée dans son territoire et qui anticipe les besoins des autres citoyens, en fait, peut-être un peu plus fragiles. Très bien. Alors, donc, tu travailles au SAMU social de Paris. Certaines peuvent ne pas connaître. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que fait le SAMU social ? Bien sûr. C'est vrai que les missions du SAMU social de Paris ne sont pas toutes très connues. En fait, les gens connaissent surtout les maraudes, en fait, les camions qui circulent dans Paris et qui vont à la rencontre des personnes les plus affectées, en fait, les plus en danger, qui sont dehors et qui vivent assez mal. On a aussi beaucoup d'autres actions. On fait beaucoup de soins au SAMU social de Paris. Donc, il y a un vrai pôle médical et soins. On héberge des personnes qui sont en même temps soignées, donc des suites de soins d'hôpital, des maladies chroniques, des gens qui sont trop fragiles pour vivre dehors ou en centre d'hébergement d'urgence classique. On gère aussi des centres d'hébergement d'urgence qui sont plus vraiment des centres d'hébergement d'urgence d'ailleurs parce que comme il n'y a pas de suite, il n'y a plus de place, il n'y a pas de place dans les centres d'hébergement et de réinsertion sociale, les gens restent plus longtemps que prévu dans les centres d'hébergement d'urgence, qu'on a pour le coup quand même essayé d'adapter à une vie à plusieurs années, parfois dans des centres qui à la base étaient prévus pour rester une nuit ou quelques jours. Maintenant, ils sont mieux aménagés. On coordonne un certain nombre de services que les gens connaissent peut-être, la coordination des maraudes pour que toutes les maraudes de Paris interviennent sur des rues ou sur des territoires et sans se marcher forcément sur les pieds et pour vraiment quadriller le territoire. On s'occupe du 115, le numéro d'urgence pour les personnes sans abri, mais aussi pour les signalements, en fait, quand n'importe qui dans la rue qui croise une personne en danger, qui est sur un trottoir et qui ne va pas bien, peut signaler la personne au 115. On gère le SIAO, qui est une espèce de grosse boîte d'offres et la demande des places d'hébergement et logement à Paris. Et puis aussi, via notre service qui s'appelle Delta, l'ensemble des places en hôtel pour les familles et les personnes hébergées à l'hôtel. On est à peu près sur 70 000 personnes hébergées à l'hôtel à Paris, en Île-de-France. Les gens se rendent pas forcément compte de ce que c'est que le parc hôtelier social dans la région. C'est donc 50 000 constamment ? Oui. Ok. Il y a des actions aussi sur le long terme ou alors c'est seulement sur de l'urgence ? Alors non, c'est souvent sur le long terme, puisqu'on avait constaté lors d'une étude qu'on avait... on a aussi un observatoire, c'est important de le dire, on a un observatoire au SAMU social de Paris qui fait justement l'observation des études et des enquêtes sur nos publics, sur l'évolution des publics. Et ils avaient fait une étude il y a quelques années sur le temps passé à l'hôtel. Et en fait, les gens passent en moyenne 2 ans à 5 ans à l'hôtel. Donc, il faut forcément organiser la vie dans l'hôtel pour pas que ce soit du temps perdu pour les gens. Et du coup, on a des services type Mieux vivre à l'hôtel, des programmes complets pour essayer de permettre aux gens de profiter de faire de ce temps à l'hôtel un temps utile pour eux, pour leur vie, pour leur autonomie, etc.
Très bien. Alors notre émission parle surtout aux entreprises. Qu'est-ce que les entreprises peuvent faire vis-à-vis du SAMU social? Quels sont les moyens d'action? Alors, on a plein de choses. Là, on est en train de monter justement un groupe de mécènes. En fait, il faut savoir que le SAMU social de Paris, à la base, en 1993, a été créé aussi avec déjà des entreprises, en fait. C'est le service public et aussi des entreprises. Donc, depuis le début, il y a un certain nombre d'entreprises qui sont à nos côtés et qui nous aident et donc qui ont participé, qui ont co-construit avec nous la réponse à la précarité et à la grande exclusion. Donc, ça, c'est assez notable. Aujourd'hui, comment s'impliquer financièrement, puisqu'on a des projets qui sont assez innovants et qu'on demande aux entreprises de nous aider à financer avant qu'ils soient effectivement reconnus et financés par le service public. Ça nous permet par exemple ça nous a permis de lancer il y a quelques années un programme qui s'appelle Interface pour identifier les personnes vieillissantes à la rue et leur permettre de gagner un logement plus digne après une petite enquête avec elles sur leur projet de vie, leur niveau d'autonomie et de santé, et puis des visites d'établissement, et puis la personne disait bah oui, moi je me vois bien vivre là, j'aimerais bien, et donc c'est le programme s'appelle Interface et c'est accompagner une personne vieillissante, sachant qu'on vieillit beaucoup plus vite à la rue, accompagner une personne vieillissante vers un nouveau lieu de vie plus digne, et ça on l'a fait complètement avec du mécénat, et puis maintenant c'est reconnu, c'est un système qui fonctionne et qui est reconnu et qui va être financé par de l'argent public, donc c'est assez intéressant. Alors, qui fait ça concrètement dans l'entreprise? Alors, dans l'entreprise, ce sont les services mécénat ou RSE. On a cette façon de nous aider, donc vraiment d'identifier avec nous et de se positionner sur un programme innovant. On a aussi des journées de solidarité où on accueille des salariés pour nous aider à trier des vêtements, faire des cartables pour les enfants, etc. Ou de l'emballage cadeau, ces petites façons de... On accueille aussi des salariés pour du mécénat de compétences parce qu'on n'a pas la prétention d'avoir toutes les compétences en interne et je trouve que ces passerelles aussi entre l'entreprise et notre secteur sont hyper intéressantes, qu'on peut vraiment apprendre ensemble. Et puis, on a beaucoup besoin et de plus en plus en fait, de dons en nature, ce qui tombe bien avec la loi anti-gaspi parce que certaines entreprises nous ont un peu identifiés et on a besoin, là en ce moment avec les périodes plus chaudes et puis bientôt avec l'hiver, de matériel pour les gens qui sont dehors, de vêtements chauds l'hiver et de vêtements légers l'été, de façon de protéger les gens qui sont à la rue, des casquettes, des brumisateurs, ce genre de choses. Et du coup, le don en nature fait partie intégrante de nos besoins en termes de mécénat. D'accord, donc si je suis salarié dans une entreprise et que je vois que je peux faire un don quelque part, il faut que j'aille voir dans mon entreprise la partie mécénat ou RSE. Voilà. Il y a beaucoup de plus en plus d'entreprises sont inscrites sur des plateformes. Donc, je citerai Vendredi qui fonctionne quand même assez bien et qui permet de mettre en relation justement des missions précises dans l'association ou dans l'organisation et puis des temps donnés et alloués par l'entreprise à ses collaborateurs pour pouvoir justement s'impliquer et faire des choses. Et ça, c'est assez bien parce que c'est souple et surtout ce qui est intéressant pour nous, c'est que ça répond à des besoins effectifs en fait. Et ce qui est dangereux dans le mécénat et dans la collaboration comme ça entre des entreprises et des associations ou des organisations comme la nôtre, c'est que il faut être sûr que ça réponde à un besoin effectif. Il ne faut pas que l'entreprise plaque une espèce de schéma ou un modèle idéal pour elle ou pour son implication, mais qu'elle s'adapte à notre réalité quotidienne. Donc ça, c'est une discussion entre le SAMU social et les entreprises qui sont intéressées pour travailler. Ça part vraiment des besoins des gens en fait. Et nous, c'est même pas mes besoins à moi ou les besoins que je pourrais identifier, c'est les besoins du terrain et de plus en plus aussi l'expression des besoins vient du terrain et des gens qui sont concernés en fait. On met vraiment l'accent sur la participation des personnes accueillies et usagères au SAMU social de Paris et c'est d'elles que remontent les besoins. Ok. Alors tu as cité plusieurs moyens d'action, des dons financiers, des dons en nature ou même une participation par exemple sur une journée de solidarité. Est-ce qu'il y a un type d'action qui est, on va dire, plus efficace, qui permet plus d'impact ? Alors j'espère que le moyen d'action qui aura le plus d'impact, on est en train de le mettre en place, en fait, de l'inventer. Moi, j'ai envie de jumeler un hôtel, puisqu'on héberge des gens dans 850 hôtels et un peu plus de 10 centres d'hébergement d'urgence et médicalisés. Et je voudrais jumeler une entreprise de proximité avec certains de ces hôtels et certains centres d'hébergement pour vraiment créer de la rencontre
entre des salariés d'une entreprise et les personnes accueillies dans un centre, dans un établissement du SAMU social de Paris ou un hôtel, pour vraiment organiser par exemple, je ne sais pas moi, des sessions de lecture de comptes pour les enfants sur l'heure du déjeuner, pour que l'entreprise, par exemple, en cas de crise sanitaire comme on en a connu récemment, puisse vraiment intervenir et être présent auprès des personnes qui sont vraiment isolées dans leur hôtel ou dans leur centre d'hébergement. Voilà, on pense par exemple pendant le confinement, il y avait des hôtels qui étaient dans des zones industrielles hyper éloignées, donc vraiment isolées. C'est bien qu'à ce moment-là, des salariés s'inquiètent ou se préoccupent de gens qui sont un petit peu juste à côté, mais plus fragiles. Et je trouve que voilà, rencontrer des gens, faire se rencontrer des gens, organiser ensemble un repas, prêter le restaurant d'entreprise à une famille qui a envie de faire à manger. Voilà, il y a plein de choses. Moi, je me dis que dans les hôtels, par exemple, les mamans ne peuvent pas faire un gâteau au chocolat avec leur enfant ou leur apprendre les plats un peu typiques de leur pays. Et je trouve que voilà, prêter la cantine de l'entreprise, ça peut être super pour permettre à cette famille d'avoir une vraie vie, en fait, une vie normale. Ouais, donc finalement, tout le monde, toutes les entreprises peuvent aider et collaborer donc avec le SAMU social. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises effectivement qui ont envie de s'impliquer sur leur territoire en fait. Et nous, on propose exactement ça, puisqu'on on travaille avec les gens qui sont dans la rue, les gens qui sont hébergés peut-être au coin de la rue. Effectivement, il n'y a pas une grande pancarte SAMU social de Paris sur nos établissements, mais ça se sait quand même. Et du coup, voilà, pour que la vie ensemble se passe bien, je pense que la rencontre est essentielle et la rencontre via l'entreprise est nécessaire. Donc si je comprends bien aujourd'hui, le besoin principal, c'est un besoin de lien social. Exactement. Ok. Alors, on va aborder maintenant un autre sujet. Ici, dans cette émission, quand on parle d'écologie, il y a tout de suite quelque chose qui est un peu sous-jacent dans l'entreprise, c'est le greenwashing. Est-ce qu'en faisant un parallèle ici, même si une entreprise peut faire des bonnes actions avec le SAMU social, il n'y a pas un risque de social washing? Alors, en fait, pour moi, il y en a pas. En fait, c'est l'entreprise qui gère son comportement. Moi, j'ai aucune entreprise là en tête. On a à peu près 70 mécènes, de plus ou moins gros niveau. Personne ne fait de la communication à outrance. Okay. Donc, je pense qu'il n'y a pas d'exagération. Comme je vous le disais au tout début, on a des mécènes qui sont là avec nous depuis bientôt 30 ans. Et qui, pareil, ne font pas de communication à outrance. Je pense que personne n'utilise à hauteur de 25% la contrepartie dont il aurait le droit de bénéficier. Au contraire, je pense que là, par exemple, les contreparties qu'on propose, c'est de la formation des salariés à nos sujets. Donc, c'est pas du tout en termes de communication, c'est venez dire à nos salariés ce qu'ils peuvent faire, comment ils peuvent réagir quand ils voient une personne dans la rue. Donc plus de la sensibilisation interne. Exactement, beaucoup plus de sensibilisation interne, personne n'en profite. Et puis après, quand bien même s'ils en profitaient, tant que les personnes qu'on héberge ou qu'on accueille peuvent aussi avoir des retombées et profiter de ça, quand bien même. Et puis nous, on est quand même assez vigilants aussi avec notre image et avec ce qu'on. Et puis les choses sont vraiment co-construites en fait. C'est une façon d'appréhender les choses et de voir les choses, mais les choses sont co-construites avec l'entreprise, mais aussi la communication qu'elle en fera. Donc il n'y a pas de mauvaise surprise en général. D'accord, vous n'êtes pas tombé sur des entreprises qui peuvent, en dehors de leurs actions au SAMU social, être considérées comme une entreprise prédatrice et qui, du coup, se serviraient du SAMU social pour être une sorte de compensation là-dessus et puis communiquer à outrance de ce côté-là. Écoutez, moi, ça m'est pas arrivé. Je ne vois pas quelle entreprise, en fait, dans les mécènes du SAMU social de Paris pourrait avoir cette tentation. Et puis, en plus, je lui déconseillerais fortement parce que par rapport à son recrutement aux jeunes qu'elle aimerait recruter et au sens que les gens cherchent maintenant dans leur travail, je pense que ça sera un mauvais calcul, en fait. Et que sur le long terme, tout se saura et qu'une mauvaise com, quoi qu'on en dise, c'est pas toujours... ça peut aller dans le mauvais sens. Et ce serait pas un bon choix, stratégiquement. En revanche, faire des choses simples et sans prévaloir, même si ça coûte pas des milliers et des cents, mais c'est un droit légitime, voilà. D'accord. Alors, on peut continuer sur la communication. Est-ce qu'il est tout de même important de communiquer sur les actions qui sont faites du point de vue des entreprises ? En interne comme en externe. Ouais. Je pense que c'est important de communiquer pour les raisons que je vous disais tout à l'heure. Déjà parce que ça peut convaincre d'autres entreprises de le faire. Ça peut convaincre les salariés. Par exemple, un salarié qui vient à une journée de solidarité peut très bien s'engager comme bénévole après, en fait, sur le long terme, sur son temps personnel. Donc ça, c'est aussi intéressant de communiquer sur ces possibilités-là.
Je pense que communiquer, c'est aussi rendre chacun plus conscient de ce qu'il peut faire. Et ce qu'il peut faire, c'est vraiment des petits gestes. En fait, c'est juste dire bonjour à une personne dans la rue. C'est aussi lui demander ce dont elle a besoin et pas lui dire je vous ai acheté un croissant à la boulangerie. En fait, c'est juste considérer la personne comme une vraie personne avec des vrais besoins et des vrais désirs. Et puis communiquer, ça peut juste donner à voir en fait à l'ensemble des citoyens que chacun peut agir près de chez lui. D'accord. Alors, comment communiquer pour les entreprises ? Écoutez, je pense que sur les réseaux, en fait, le système de ping-pong sur nos réseaux sociaux et les réseaux sociaux de l'entreprise, c'est assez sympa de se renvoyer la balle. Voilà, on a fait ça ensemble, on est heureux de le faire et on est fiers de le partager. Ça, c'est quelque chose qu'on fait facilement et qui est bien. On fait par exemple des courses solidaires, on peut parler de la No Finish Line où on encourage les salariés à courir et chaque kilomètre rapporte 1 euro au SAMU social de Paris pour ses actions. Donc c'est une façon de communiquer aussi auprès des salariés, de les mettre en mouvement et de refaire de la cohésion en interne. Et voilà, c'est dynamique pour tout le monde et dynamisant pour l'entreprise. Comment on communique ? Là, en ce moment, j'ai une série de podcasts et de petits films d'entreprise où ils ont envie de valoriser ce qu'ils font avec le SAMU social de Paris. Donc, je pense que pour la communication interne et la cohésion d'équipe, c'est bien aussi. Et puis, on fait généralement des collectes en entreprise, par exemple de chocolat ou de cadeaux de Noël en fin d'année. Et puis ça, c'est une façon aussi pour l'entreprise de mobiliser ses salariés et de dire, nous, on est partenaire à l'année et financièrement du SAMU social de Paris. À votre niveau, vous pouvez l'être vous aussi en participant à des collectes, par exemple. Ok. Alors, on va parler un peu de prospective. Est-ce qu'une entreprise doit nécessairement être solidaire ? Est-ce qu'aujourd'hui, déjà, elle doit être solidaire ? Est-ce que plus tard, dans un futur plus idéal, une entreprise doit nécessairement être solidaire ? Alors moi, je pense qu'elle doit l'être, mais qu'elle doit l'être et que c'est un mouvement en fait assez naturel qui va se produire. Après, je pense que la pression sur l'entreprise a été un peu forte ces dernières années où on lui a demandé d'être verte, on lui a demandé d'être éco-responsable, on lui a demandé d'être solidaire, un petit peu tout d'un coup, et de devoir prouver qu'elle l'était un petit peu à tous les niveaux. Je pense que les entreprises sont très, tout en continuant à faire du chiffre et à faire fonctionner le pays et à créer de l'emploi et de la richesse. Donc ça fait peut-être beaucoup de sujets. Mais en même temps, la solidarité, elle est intérieure, en fait. Elle vient de chacun, en fait, de chaque salarié qui, à son échelle, peut pousser un petit peu, sa direction à choisir des causes ou à choisir de s'impliquer dans son territoire. Je pense que c'est une demande qui vient de l'intérieur, pas seulement de devoir faire un joli rapport RSE avec plein de couleurs et plein de photos sympas. C'est je pense que les jeunes aussi qui vont entrer dans l'entreprise seront demandeurs de ça, demandeurs de sens et iront un peu gratter pour voir si l'entreprise qu'ils choisissent a ses valeurs. Donc ce que tu dis, c'est que ça vient plus des salariés plutôt que, on va dire, du top management. C'est une impulsion qui vient plutôt... Parce que ça peut se rejoindre, en fait, ça peut être une impulsion qui vient de l'intérieur ou alors justement des dirigeants qui ont envie de transformer leur entreprise pour qu'elle soit entreprise à mission. Je pense que ça, c'est aussi une... Il y a plein de façons, mais je pense que c'est inévitable, en fait. Et moi, je ne mets pas le couteau sous la gorge aux entreprises du tout. Au contraire, je pense que c'est vraiment une construction et qu'on doit avancer ensemble. Et je ne mets pas de... je dis à personne, vous n'en faites pas assez. Je dis juste, on est là si vous voulez... permettre à vos salariés de s'engager ou juste comprendre comment ça marche, comment on fonctionne et comment vont les gens qui vivent dehors ou qui sont en centre d'hébergement d'urgence ou qui vivent dans des hôtels en famille entière. Une chambre d'hôtel occupée par une famille entière à l'année. Imaginez faire les devoirs, manger. C'est assez compliqué. Donc, si vous voulez savoir ça et voir comment les gens vivent, on vous accueille avec plaisir. Ok. On peut finir par peut-être un exemple que tu voudrais partager par rapport à une action précise en tête. Pour parler d'un thème un peu d'actualité, on va commencer à préparer les sacs, en fait, les cartables pour les enfants qu'on héberge à l'hôtel. Alors, on héberge plus de 20 000 enfants à l'hôtel. Et évidemment, on ne peut pas préparer 20 000 cartables, mais on prépare entre 2 000 et 3 000 sacs complets, en fait, avec une trousse, avec les crayons qui vont bien, le petit sac à dos rempli de classeurs, de cahiers, etc.
pour que les enfants puissent avoir la même rentrée que leurs petits copains, même s'ils vivent à l'hôtel et qu'ils ne peuvent pas forcément inviter les amis pour leur anniversaire dans leur chambre d'hôtel. Il faut qu'au moins, là, voilà, quand ils sortent leurs affaires en classe, ils aient les mêmes choses que les autres. Et ça, on peut le faire grâce à plusieurs initiatives, en fait, des entreprises qui nous donnent les stylos, les cahiers, etc., des collectes en entreprise, des collectes en magasin qu'on fait grâce à des bénévoles, mais aussi à des personnes accueillies au SAMU Social de Paris qui ont envie de s'impliquer et de faire du bénévolat pour remercier le SAMU Social de Paris de ce qu'il fait pour elles. Et puis, on peut le faire aussi grâce à un système que j'aime bien aussi qui s'appelle Un rien, c'est tout, où les gens peuvent donner un tout petit peu, en fait, en faisant leurs achats sur Internet, ils peuvent donner à la fin un tout petit peu d'argent. Et puis, un tout petit peu, plus un tout petit peu, plus un tout petit peu, ça nous permet de récolter une jolie somme pour acheter des fournitures scolaires et permettre aux enfants d'avoir une rentrée, une chouette rentrée. Bien, merci beaucoup, Anne. De rien. Merci pour ces réponses et puis ce message de solidarité. Merci. Voilà. J'espère que ça aura aidé beaucoup de personnes au sein des entreprises à prendre conscience de ce sujet et à devenir aussi une entreprise plus solidaire. Merci. Merci.